Euh, à l'époque où je faisais vaguement des études de philosophie et de la métaphysique, j'avais un projet de thèse que j'ai juste commencé, jamais fait, qui aurait porté sur le principe d'aesthétisme chez Duns Scott. Et l'idée, et en fait c'est une idée que j'avais depuis très longtemps et qui ne m'est jamais sorti de la tête complètement. Pour le dire très grossièrement, on opposerait deux visions métaphysiques du monde. L'une qui serait inspirée de la théorie des faisceaux de Russell, où on pourrait décrire le monde uniquement en termes d'universaux qui s'entrecroisent, et on n'aurait pas spécialement de postulation théorique de l'existence des individus. Les individus, ce serait juste des singularités éphémères d'universaux croisés. Ça marche bien avec le physicalisme, évidemment. Et l'autre, ce serait la théorie de l'ascétisme, qui est la théorie de Duns Scott, qu'il existe en plus une propriété d'être identique à soi-même, qui distingue les individus. Et c'est amusant parce que ce soit Dieu ou un ordinateur, un super ordinateur, une super machine, ça pose la question de qu'est-ce qu'il y a dans le code. Est-ce qu'il y a que des universaux? Est-ce qu'il faut en plus les individualiser? C'est amusant parce que je me rends compte qu'en fait, on peut même faire une lecture, là, en réfléchissant sur l'évolution du parcours de Foucault, on peut même faire une lecture entre des moments où il est structuraliste dur et des moments où il est un peu ascétiste, et la fin de sa vie où il fait réémerger une sorte de libéralisme, d'individu libéral utopique, et assez intéressante, parce que ce serait comme ça qu'il trancherait. Et à l'époque où justement je réfléchissais à toutes ces questions, j'étais tombé sur une phrase que je trouve vraiment géniale. Je suis pas sûr de l'avoir bien compris. Je sais même pas si le philosophe en question l'a compris, parce que c'est un peu obtus des fois, qui s'appelle Daniel Dennett, grand philosophe de l'esprit. Et il explique à un moment dans l'un des livres de lui que j'ai lu, vous serez surpris de tout ce que vous pourriez internaliser dans les processus cognitifs si vous le vouliez. En gros, ça peut vraiment aller jusqu'au solipsisme radical. On peut vraiment considérer que le monde entier est une simulation cérébrale. Et il ajoute aussitôt, vous seriez surpris de à quel point vous pourriez rendre votre cerveau petit. Et on peut vraiment quasiment... Alors ça marche très bien. L'exemple que j'en ai, c'est un peu idiot. Ce serait une certaine école de sociologie que je fantasmerais, je ne sais pas si elle existe, qui imagine qu'en fait l'individu n'est que une détermination de réglages sociaux extérieurs à lui. Moi, à titre personnel, dans ma pratique littéraire, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup comme ça. J'en avais fait une chronique radiophonique il y a 2-3 semaines. Je m'étais amusé pour des raisons idiotes, à retrouver le compte-rendu d'un conseil municipal de la ville où j'ai grandi, en Essonne, dans les années 90, et en lisant vraiment la teneur idéologique assez pourrie en plus, hein, des débats en 1990, j'ai eu l'impression de progresser beaucoup plus que si j'avais fait 17 ans de psychanalyse, et d'accéder à une connaissance complètement transparente de moi-même, en découvrant dans quelle ère du temps, j'avais grandi. Bon, c'est pour l'anecdote, ça m'amuse, mais pour répondre à la question, je pense que le point noir et aveugle de tout ça, ça serait quelque chose que je disais tout à l'heure, d'un individu libéral utopique. Je sais qu'il existe, j'ai jamais ouvert, je suis tombé dessus chez Gibert un jour, je sais qu'il existe un livre d'un libertarien français célèbre qui veut faire de Foucault le premier des libertariens français. C'est amusant quand même que ce soit possible, en tout cas. Et ce qui est intéressant, c'est que le libéralisme, c'est vraiment en tout cas, il y a une promenade possible de cet individu libéral sur les deux actes, l'acte où il n'existerait que des universaux et l'acte où il n'existerait que des particuliers. Donc j'ai pas du tout de réponse, mais comme c'est la charme tragique de la philosophie de Foucault, elle est un peu arrêtée net, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer qu'il y avait quelque chose qui aurait continué dans ce sens-là, fabriqué. Enfin, mais c'est le côté. Pour revenir à ce qu'on disait tout début, il était très dandy et très adapté à l'époque où on fabriquait vraiment des assez beaux produits. Parce que le design industriel atteint une sorte de sommet dans les années 60. Il y a quelque chose, de très construit chez Foucault lui-même, et on finit presque par se dire que sa philosophie est quasiment engloutie par sa figure, ou sorte de nietzschéisme individuel, où il est porté, lui, par toute cette philosophie, abouti à cette création quasi parfaite qui est Michel Foucault. Avec ce que ça vaut ou pas, mais c'est une impression diffuse que j'ai. Aussi.
S'agissant de l'investissement éthique du corpus foucaldien, je ne mobiliserai pas nécessairement le Foucault des années 80, même si généralement on dit que le Foucault des années 80, c'est le troisième Foucault, le Foucault de la transformation de soi par soi, mais j'investirai deux concepts. D'une part, le concept d'hétérotopie qui mobilise dans une conférence qui, je crois, n'a pas été éditée, si je ne dis pas de bêtises, mais on peut sûrement trouver le script sur Internet. Je crois que la conférence c'est Le corps utopique, il me semble. Et il définit l'hétérotopie comme plage de tranquillité arrachée à l'engagement social quotidien. Donc je vais citer Foucault. Nous vivons à l'intérieur d'un ensemble de relations qui définissent des emplacements irréductibles les uns aux autres et absolument non superposables. Or, on le voit, le pouvoir numérique pourrait menacer ce principe même des hétérotopies, principe qui serait mis en échec par les sollicitations, les notifications que nous recevons tout à chacun tous les jours. Et d'autre part, il y a un autre concept qui pourrait être investi à condition d'être transformé et d'être adapté à notre temps, qui serait le concept de société de surveillance. Foucault avait déjà remarqué que l'expression dès la fin des années 70 avait commencé à vieillir. Donc je le cite, il parle ici du système pénal. Seul le système pénal n'a pas encore trouvé ces formules insidieuses et souples que la pédagogie, la psychiatrie, la discipline générale de la société ont trouvé. Et de fait, beaucoup de philosophes plus proches de nous, comme Deleuze, ou comme, enfin plus proches de nous en termes de temps, comme Deleuze ou comme Tony Negri, ont parlé de société de contrôle. Et selon eux, la société de contrôle est beaucoup plus labile, beaucoup plus ténue, beaucoup plus souple que la société de surveillance qui était, sinon à la schlag, du moins assez rude dans son corset. Donc je vais citer ici Gilles Deleuze qui écrit à propos de la société de surveillance, de la société de contrôle, qu'elle opère non plus par enfermement, mais par contrôle continu et communication instantanée. Et Tony Negri ajoute: ces mécanismes de maîtrise se font toujours plus immanents au champ social, diffusés dans le cerveau et le corps des citoyens. Alors on pourrait faire peut-être une objection vu les philosophes que j'ai mentionnés, à savoir qu'ils se cantonnent à une forme d'idéologie, sinon d'extrême gauche, du moins anarchisante, et qu'on voit mal, en tout cas, la réalisation effective possible de l'anarchie en France à l'heure actuelle, en tout cas vu le jeu politique. Mais on peut trouver chez d'autres penseurs, comme par exemple Régis Debray, qui se dit en tout cas gaulliste, mais qui est républicain, une adaptation de ce pouvoir, de cette nouvelle forme de société. Donc je le cite: ce que Deleuze nommait l'âge des sociétés disciplinaires correspondait à la primauté des véhicules de transmission comme organes d'intégration et de prescription verticale, les 10 commandements. Ce qu'il appelait par opposition la société de contrôle, la nôtre, correspond à l'hégémonie des réseaux de communication comme organes de régulation et de coordination horizontale. Donc c'est pourquoi, à mon sens, au regard des rapports que la très large majorité d'entre nous entretenons avec les dispositifs de pouvoir numérique, la relation peut-être la plus inquiétante et dont il conviendrait de prendre conscience, et je pense que la société en prend de plus en plus conscience, est moins liée au dispositif public, c'est-à-dire en gros la surveillance et le renseignement, qu'au dispositif privé, à savoir les applications, les messageries et les réseaux sociaux. Bon, après, ce sont des réflexions un peu plus triviales et personnelles, mais on peut remarquer que chez les élites, ou en tout cas chez les personnes assez diplômées, de manière subreptice, le fait d'être par exemple débordé sous le flux de mails ou sous le flux d'interactions générées par les outils numériques est souvent vu comme un signe de statut social élevé. Et ça tranche avec l'époque peut-être du biopouvoir, où il y avait une prime quand même donnée à l'otium, donnée au loisir, à la solitude réflexive. Enfin, il y a un fait qui m'a marqué en lisant les journaux, qui était que les managers de la Silicon Valley envoyaient leurs enfants dans des écoles low-tech où il n'y avait pas d'écran, où on avait seulement de l'argile, des tableaux noirs, des aiguilles à tricoter, des bibliothèques avec des vrais livres en papier. Et ça me faisait un peu penser
aux patrons de la drogue qui mettaient leurs enfants à l'abri des cartels, et peut-être avoir moins de dévotion à l'égard de l'écran et à l'égard du tout au numérique pourrait peut-être nous aider à mieux nous en extraire ou à mieux prévenir l'emprise du numérique. Mais c'est une réflexion à poursuivre.